Alors peut-être qu'en voyant le titre de l'épisode, vous êtes surpris, vous dites mais pourquoi parler des sorcières? Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Et en même temps, depuis quelques années, on en parle beaucoup plus. Il y a 2 bouquins en français qui sont sortis coup sur coup, dont celui d'Odile Chabriac qui s'appelle Âme de sorcière que je reçois aujourd'hui. Vous allez voir qu'en fait, quand on parle de sorcière, on va surtout parler de puissance féminine, on va parler de l'assujettissement, on va parler de rites de passage, on va parler de la mort, on va parler de plein de sujets qui sont tous associés à cette idée de sorcière et de comment en termes de rôle modèle, on va dire, la femme avait le choix entre la vilaine sorcière ou la gentille sotte, et comment tout cela est en train de bouger en ce moment. Et c'est une conversation que je trouve évidemment passionnante, donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour Odile. Bonjour. Donc je suis avec Odile Chabriac qui a écrit un bouquin qui s'appelle Âme de sorcière. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler des sorcières. Ouais. Mais plus précisément, on va parler de la puissance féminine, ou en tout cas, je sais pas si c'est plus précisément, on va parler de la puissance féminine. La première question que tu as déjà traitée dans une vidéo que j'ai regardée évidemment, mais que tous les gens ne l'ont peut-être pas vue, c'est pourquoi ce passage d'abord de la naturopathie en passant par la marche jusqu'aux sorcières, et aussi pourquoi faire un bouquin sur les sorcières? Alors, déjà, moi, le mot sorcière, c'est un mot qui me titille, j'ai envie de dire depuis longtemps, voire depuis toujours. Alors moi, quand on me lisait des histoires quand j'étais petite, moi, je comprenais pas pourquoi la sorcière, elle était laide, méchante, etc. Et personnellement, je la trouvais plus intéressante que l'autre neuneu qui était blonde et qui avait un nœud dans les cheveux. Et donc, j'étais un peu... J'avais quand même envie que le prince charmant y vienne, quoi. Donc, j'étais vraiment prise entre deux feux et c'était compliqué. Et petit à petit, chemin faisant, et très exactement chemin faisant, effectivement, je suis partie, j'ai marché, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc j'ai marché 1530 km à pied, toute seule avec mon sac à dos. Et là, c'était un moment interpellant de ma vie, on va dire, et surtout quand j'étais dans les bois, toute seule donc, et j'adorais ça. Et c'était vraiment, mais ça vibrait, mais je ne rêvais que d'une cabane dans un coin et d'arrêter là le périple. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le mot sorcière est revenu. Alors après, moi, j'ai fait tout un chemin de chamanisme, etc. Donc, où j'ai quand même été expérimentée, on va dire, de l'autre côté du miroir. Mais dans d'autres cultures. Et puis là, tout d'un coup, ça m'a ramené à qu'est-ce qu'on avait, nous, dans notre culture à nous. Et je suis rentrée de Saint-Jacques et j'ai une de mes filles qui me dit qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je lui ai dit je vais monter une école de sorcière. Alors elle fait ah ouais. Dans ma famille, on est un peu habitué à faire des choses bizarres. Dans la mienne aussi. C'est top. Et en fait, au final, j'ai pas monté une école de sorcière, j'ai monté une école de naturopathie, mais j'ai proposé à mon éditrice d'écrire un livre sur les sorcières, livre sur lequel elle s'est... Alors d'abord, quand je lui ai dit je voudrais écrire sur les sorcières, elle m'a pas répondu. C'était pas du tout dans l'air du temps. Et puis 3 mois plus tard, on se revoit et elle me dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et je lui dis en fait, je vais vraiment écrire sur les sorcières. Que ce soit chez toi ou que ce soit ailleurs, je le publierai. Et là, elle me dit ok, je t'accompagne. Et là où c'est elle a vraiment fait son job d'éditrice. Et à chaque fois, je le dis, à chaque fois, j'ai beaucoup de gratitude parce que des éditeurs qui nous accompagnent, j'ai envie de dire, ligne par ligne, il y en a plus tant que ça sur la place de Paris. Et surtout, elle a vraiment compris après, donc c'est vraiment intéressant, dans tout le processus d'écriture, toute la portée sociétale qu'il pouvait y avoir. Mais en même temps, il faut toujours se dire que ça, c'était en 2015, donc on n'était pas... Et pas du tout là où on est aujourd'hui, en début 2019. Et quand j'écrivais mon livre, les gens me disaient de quoi tu parles, et je disais des sorcières, et les gens me regardaient comme si j'étais folle. Et j'ai des gens qui m'ont dit mais c'est une mauvaise énergie, mais il faut pas aller par là. Et j'ai dit écoutez, la sorcière c'est un archétype, donc on met à l'intérieur ce qu'on veut. Ce qu'on projette, voilà, c'est ça, c'est vraiment. Donc moi, ce que je veux y mettre, c'est
comment utiliser cet archétype qui puisse dynamiser, quoi. Moi, j'aime beaucoup le mot anglais empowerment. Voilà, pour les femmes, que les femmes se sentent concernées, mais dans un espace de puissance. Et je rends mon livre en mai 2017, je crois, et les premiers articles sortent déjà sur les violences obstétricales, alors que moi, j'avais beaucoup enquêté là-dessus. Et là, je me fais intéressant. Alors que moi, quand j'avais enquêté, c'était vraiment des sociologues, des gens qui travaillaient sur le sujet, mais il n'y avait rien grand public. Et puis après, le mouvement MeToo commence, c'est je crois le 5 octobre 2017. Nous, on fait une fête pour fêter la sortie de mon livre le 12 octobre 2017. Et là, on se dit, il se passe un truc qui nous dépasse complètement et ça va emporter le livre dans la vague, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et le mot sorcière, qui était vraiment dans l'ombre, est passé dans la lumière. Et effectivement, 1 an plus tard, Mona Chollet sortait son livre que je trouve formidable. Et voilà, et le mot sorcière, maintenant, on a l'impression de le voir à tous les coins de rue. Exactement. Alors justement, il y a pas mal de mots que tu as utilisés que j'ai envie de reprendre, entre parenthèses, entre autres, ombre et lumière. Et le fait, l'image que tu prenais entre la fille sotte et la vieille sorcière méchante, un peu Blanche-Neige, typiquement, j'ai envie qu'on parle de la puissance féminine, parce que justement, cette puissance féminine aujourd'hui, dans beaucoup de mouvements féministes, pas tous, mais on définit beaucoup la puissance féminine en image avec une puissance masculine, mais plutôt dans un combat que moi je trouve pas nécessairement, qui a toutes ses raisons d'être bien sûr, mais je trouve que c'est plus intéressant de célébrer la puissance féminine pour ce qu'elle est, en fait, tout simplement. Je trouve ça hyper intéressant qu'on ait toujours, et dans Tituba justement, ce bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'une sorcière, c'est pas forcément des énergies négatives. À chaque fois qu'on associe le mot sorcière a plein de connotations dans notre société, à des mots négatifs. On la voit méchante, on la voit vilaine, avec des verrues, tandis qu'un mage du côté masculin, on n'a pas du tout cette même image, en fait. Ça peut être les deux. On le voit typiquement dans Le Seigneur des Anneaux. Mais oui, mais c'est comme s'il fallait dire aux femmes, attention, si vous utilisez trop votre pouvoir, vous voyez l'image repoussante que vous allez donner, et donc vous ne trouverez jamais d'homme pour vous aimer, pour vous faire des enfants, pour vous donner de l'argent, de la sécurité, tout ça. Donc voilà, soyez conformes. Mais c'est une histoire de conformité. Bien sûr. Et d'ailleurs, la chasse aux sorcières n'a été qu'une histoire de remise à niveau. Vous voyez, les têtes qui dépassent, on les a brûlées. Et moi, je dis toujours, la chasse aux sorcières, c'est pas du tout l'image folklorique qu'on en a. Déjà, c'est pas du tout le Moyen-Âge, c'est la Renaissance. Et c'est pas du tout sous prétexte qu'elles aient... Alors, il y en avait qui faisaient, effectivement, qui étaient des guérisseuses, qui étaient des accoucheuses, etc. C'est certain, parce que ces femmes qui avaient ce savoir-là, il fallait les faire disparaître au profit de cette médecine masculine qui était en train de se mettre en place. Mais... on a brûlé les femmes parce qu'elles étaient trop. Donc, toutes celles qui dépassaient d'une manière ou d'une autre, on les brûlait. Les trop belles, les trop laides, les trop vieilles, les trop jeunes, les trop insoumises. Je pense à Jeanne d'Arc. Mais... Oui, bien sûr, Jeanne d'Arc. Mais c'est intéressant, Jeanne d'Arc, parce que quelque part, c'était une sorcière, mais dans le sens noble du terme. Mais parce qu'il fallait faire passer ce message, et c'est encore le rôle des contes, puisqu'on vit encore dans une société patriarcale, qu'une femme qui est elle-même, est potentiellement dangereuse pour le collectif. Donc, il vaut mieux dire aux femmes de rester dans le moule, dans le cadre, et de ne pas faire de vagues. Et alors justement, j'aimerais bien qu'on définisse, c'est quoi la puissance féminine ? Je sais pas. Non, je sais pas, mais moi, je crois que tout le monde a de la puissance. Mais je pense que les femmes ont plusieurs singularités dans leur puissance. Déjà, je pense que d'une manière générale, donc ça ne veut pas dire tout le temps, et ce n'est pas du tout en opposition à autre chose, les femmes sont connectées à leur corps. Parce qu'elles sont rappelées au bon souvenir de leur corps une fois par mois, et ça leur évite de s'envoler trop dans les limbes du mental et de l'esprit. Et le fait d'être connectée à son corps... mais ça fait qu'on va chercher ce pouvoir de la terre, ce pouvoir de l'enracinement qui fait qu'on peut se propulser plus haut, quoi. Moi, je trouve les femmes incroyablement courageuses, engagées dans le vivant. Pareil, c'est pas
exclusif, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver chez beaucoup de femmes. Le sens du don de soi, le sens de l'offrande à l'autre. Donc pour moi, ça fait partie des valeurs féminines qu'on peut rattacher à leur puissance. Et puis je pense aussi que les femmes ont moins peur de la mort que les hommes, parce que effectivement, le principe des règles, c'est aussi de mourir un peu à soi-même tous les mois. Donc, il y a ce processus de micro-deuil qui se joue tous les mois et qui fait que, confrontée à la mort, la femme, elle va, en général, et c'est pas valable pour toutes les femmes et c'est pas par opposition encore, être moins dans le déni. Donc, une femme, donc la puissance du féminin, c'est la capacité, moi, quand je pense à la puissance, je pense à la capacité de s'enraciner dans le sol pour se propulser vers le ciel. Donc, c'est-à-dire d'utiliser tout l'éventail du potentiel d'un être humain qui va passer par tous les chakras, on peut dire, mais par tous les plans de l'être, que ce soit physique, émotionnel, énergétique, intellectuel, spirituel et collectif. Et justement, tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'esprit que tu opposais au corps. Ce qui est marrant, c'est que j'associe. Ah pardon, alors autant pour moi. Mais ce qui est marrant, c'est ce qu'on appelle science aujourd'hui, c'est de la science mathématique qu'on peut prouver. Or, j'étais avec quelqu'un qui me disait, mais la science c'est la connaissance, ce qui n'est pas du tout la même définition, et que je trouvais vachement intéressante du coup, parce que tout n'est pas prouvable. Par exemple, le goût de quelque chose, l'amour ou peu importe, il y a des choses qui ne sont pas prouvables en tant que telles. Et qui sont pourtant de la connaissance, donc de la science. Alors déjà, moi, je distingue le savoir de la connaissance. La connaissance, c'est ce avec quoi on est, connaissance. Ouais. Donc, c'est quelque chose de plus... qu'on va chercher à retrouver peut-être au fil de la vie, peut-être plus spirituel que le savoir, qui est quelque chose qu'on va mettre dans notre tête et et qui va rester vraiment au niveau du mental. Je crois qu'on a besoin de l'un et de l'autre. C'est un peu cerveau gauche, cerveau droit, même si on a aussi dépassé ces oppositions, et c'est plus une histoire d'association dans tout ça. Mais moi, pareil, j'oppose pas la science à quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a un éventail de possibles de l'être humain, et que plus on va dans l'opposition, en fait, plus on se freine et on se réduit, et qu'on n'a pas besoin de se réduire à quoi que ce soit. Mais il y a une vraie, aujourd'hui... Alors, c'est pas là où je vais rester sur mon fil, parce que sinon je vais diverger. On dit beaucoup que les femmes sont beaucoup plus connectées à leurs émotions, à leurs instincts. Alors, je sais pas si c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que par l'éducation, déjà, on va moins couper la femme de ses émotions. Mais peut-être que des fois, on va survaloriser ce côté émotionnel et moins valoriser le côté intellectuel. Et la question, c'est pareil, c'est de rester sur tout le panel de ce que peut être un être humain. Et peut-être qu'il y en a un qui va avoir envie de plus développer tel mode d'expression au monde, alors que un ou une autre va avoir envie. Mais c'est tout le problème de l'éducation. Aujourd'hui, on va être énormément confronté à ça. Alors, j'ai bon espoir que les générations qui nous suivent sauront faire la part des choses. Mais pour moi, c'est encore toujours quoi. Moi, je dis, nous, les femmes, on souffre du syndrome de Stockholm, parce qu'effectivement, on a totalement intégrer les raisons qui font qu'on va pas oser se déployer à 100% pour des raisons de peur, pour des raisons, etc. Je pense que l'enjeu, le challenge, c'est de donner à un être humain, quel que soit son sexe, tous les possibles qui lui correspondent et qui lui font envie, et de sortir d'une dichotomie qui est... qui nous coupe d'une partie de nous-mêmes. Donc, moi, j'ai l'association notre génération en tout cas, on a appris beaucoup à couper nos émotions, et aujourd'hui, quand on vieillit, alors je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais on essaye de se reconnecter avec son instinct en fait. On essaye de se reconnecter avec son corps. Avec son corps. Et tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence, que la puissance, c'est d'être connecté avec soi finalement.
Ah ouais, tout à fait. Moi, je vois toujours, moi, donc, je travaille en thérapie avec des gens et je vois toujours, je leur donne d'ailleurs cette image dans Avatar où ils se connectent avec leurs chevaux, les hommes bleus. Et moi, je dis, notre job, c'est ça. C'est de se reconnecter avec tout notre ressenti parce que notre corps, il sait. De toute façon, il y a plein de choses qu'il sait. sûr. Donc, voilà. Donc, ça nous permet en plus de marier la puissance de notre incarnation et la puissance de notre savoir et de notre connaissance. Et c'est pour ça que j'aime, par exemple, j'aime la marche sur les chemins de pèlerinage parce que je dis toujours, on est à la fois dans le corps, c'est-à-dire on marche, donc on est vraiment les pieds sur terre et en même temps, ce sont des chemins hautement spirituels. Donc voilà, on va déployer tout l'être humain. Moi, je fais pareil avec le yoga de la Kundalini. On est énormément, on se muscle beaucoup, mais et en même temps, on va chanter les chakras, voilà. Donc, on va des mantras, pardon. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme un accordéon. Je veux déployer tous les étages, mais après, chacun dans sa singularité. Voilà, il n'y a pas de projet pour l'autre. C'est juste lui donner les outils de son déploiement, et en particulier des femmes. Effectivement. Est-ce que je trouve intéressant dans les deux exemples que tu as donnés, que ce soit Avatar ou le fait de marcher dans la nature, il y a aussi une connexion à la nature, justement, qui se fait. Essentiel et enfin on va voir ce que va donner le monde, mais pour moi on est sinon en perdition. Il y a quelque chose, mais pour moi aussi. Mais en même temps on a du mal à l'expliquer. Les études commencent à le montrer très très bien. Une chambre à l'hôpital avec vue sur du verre, la personne guérit 1 jour et demi plus vite que s'il y a une vue sur un mur. Donc on le sait. Mais on ne sait pas l'expliquer. Et nous, on dit, tant mieux. Oui, voilà, c'est ça. Mais tant mieux, quoi. Et en même temps, moi, je dis pareil, en naturo, nous, on a des tas de remèdes, des tas de solutions, des tas, voilà. Et puis, au bout d'un moment, je dis aux gens, il y a un moment où toutes nos poudres de perlimpinpin ne peuvent plus rien pour vous. Allez vous plonger dans la nature. Parce qu'il se passe quelque chose, une magie énergétique qu'on ne sait pas maîtriser, mais en tout cas, qui vient nous faire vibrer probablement très profondément au diapason du vivant. Et tu parlais tout à l'heure d'expériences chamaniques. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu ? Alors, je ne sais pas précisément ce que tu as fait. Ou... J'ai à peu près tout fait, moi. Donc, j'ai fait de l'ayahuasca. Ouais. Mais oui, j'ai pris plein de plantes bizarres. J'ai fait des voyages au tambour. Je fais encore des choses bizarres. Moi, ce qui m'intéresse, je fais de la respiration holotropique. Ce qui m'intéresse, c'est pareil, c'est d'ouvrir mon champ de conscience et de manière expérientielle et de voir où ça m'amène. Et sans attente. Donc, et d'ailleurs sans systématisme non plus, la question c'est pas entre guillemets de s'envoyer en l'air pour fuir un monde qui me dérange. Non, ce qui est le principe de la drogue pour le coup. Voilà, exactement. Moi le monde, il peut me déranger, mais dans ces cas-là, ce sera plus dans une conscience de transformation et de changement et d'être acteur de ce monde-là. Mais c'est juste que j'ai la conviction que la réalité dépasse largement ce que l'on prend nous pour la réalité. Donc ça m'intéresse d'aller me nourrir à d'autres sources, voilà, et de me connecter. C'est aussi une manière de se connecter à d'autres dimensions et d'autres puissances de nous sans qu'on puisse parfaitement les définir. Ouais. Mais en fait, c'est marrant, l'ayahuasca, quand on demande à des chercheurs, ce qu'ils disent, c'est que ça permet d'accéder à son inconscient. Après, chacun va mettre les mots qui le rassurent derrière tout ça. J'ai aucun problème avec toutes les explications des uns et des Rationnel. autres. Oui, voilà. Oui, mais c'est encore la peur de vouloir une explication rationnelle. Bien sûr. Voilà. Moi, je crois que j'ai la croyance qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent du mystère. Et pareil, j'ai la croyance qu'on est aussi beaucoup à l'âge de pierre, et c'est-à-dire que mais on va les faire mourir de rire dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, les humains qui resteront et qui auront réussi à se transformer. J'étais en week-end de yoga, là, ce week-end, et c'était drôle parce que notre mentor, alors pareil, je mets des guillemets, mais vraiment c'est quelqu'un qu'on respecte infiniment, il nous dit, et ça résonne vraiment juste, que dans 3 siècles, ils nous regarderont, puis ils diront « Oh, mais ah bon, mais ils s'aimaient pas les uns les autres, quoi !» Voilà, et je trouve ça... c'est une piste qui me rend joyeuse. Ouais, non, mais moi, après, il faut être prêt pour faire tous ces voyages chamaniques. C'est un processus. Oh là là, pour moi, c'est pas du tourisme. Faut pas envoyer tout le monde. Clairement, je dis toujours, c'est pas du tourisme spirituel. Non. C'est un chemin individuel. On peut se fracasser, on peut devenir schizophrène, quoi. Voilà, c'est un processus et. Mais j'ai envie de dire, toute expérience un peu intense doit être faite avec beaucoup de respect de soi-même. Et bien encadré.
Oui, exactement, bien accompagné. Et puis, on n'y va pas pour se fracasser, quoi. Nous, on dit, on ne fait pas du décapsulage. On y va parce qu'à un moment, les gens sont prêts. Exactement. On sent l'expérience. Et alors, tu parlais tout à l'heure de la mort. Je trouve que c'est un sujet qui est effectivement intéressant parce que dans notre société, la mort, c'est un sujet dont on ne parle pas, qui est abordé d'ailleurs dans ce bouquin Tituba dont je parlais tout à l'heure, comme un rite de transition, comme une transition. Donc, encore faut-il croire dans l'après, évidemment. Donc, on y croit plus ou moins. Quand on est catholique, on y croit. En général, quand on est croyant, dans les religions, j'entends plus classiques, on a tendance à croire dans l'au-delà. Qu'est-ce que les femmes, elles ont un rôle à jouer dans ce passage ? Elles ont, je crois, en Afrique en tout cas, un rôle. Il y a plein de pays, j'ai envie de dire, où les femmes participent des rituels de naissance et de mort. Et ces cérémonies, en général, font miroir. C'est-à-dire, on va faire passage dans un sens et puis faire passage dans l'autre sens. Mais voilà, effectivement, elles vont beaucoup accompagner ça. Et puis, je trouve ça passionnant. Et ça, pour moi, ça relève du même univers. C'est une croyance énergétique ou une foi, peut-être, quoi, j'aime bien le mot foi, que tout s'arrête pas parce que c'est différent. Et je crois que les femmes, elles vibrent assez à cet endroit-là. Mais effectivement, moi, je pense que ce qu'on a beaucoup reproché aux sorcières, c'est d'avoir moins peur de la mort que les autres, parce que pour le business du catholicisme à l'époque, il fallait que les gens aient peur de la mort. Donc le fait qu'il y ait des gens qui aident, quoi, qui encadrent et qui n'en fassent pas un drame, c'était pas bon pour les affaires de l'Église qui était en train de s'installer dans les campagnes. Mais on leur a reproché la même chose sur la sexualité. D'ailleurs, c'est deux univers qui sont très proches, parallèles, qui ont à voir avec le corps, qui ont à voir avec le lâcher-prise, c'est-à-dire être capable de s'en remettre à quelque chose qui nous dépasse et qui nous emporte. Et c'était pas tolérable dans l'Europe de la réforme et de la contre-réforme de laisser ce type de croyance et ce type de rapport au corps prendre la place. Par exemple, parce que ça a donné, quoi, j'en parle pas, c'est pas juste un point de vue historien, quoi, c'est moi, le point de vue historique m'intéresse parce que on est encore porteur aujourd'hui de ces croyances-là, même si on a l'impression que c'est très loin de nous, c'est très proche de nous. Et le moment où on a brûlé les sorcières, c'est vraiment le moment où c'est mis en place tous nos systèmes de croyances actuels, c'est-à-dire le progrès, je mets des limites, la soi-disant modernité, le travail salarié et aussi la mainmise sur la sexualité. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, il y avait les mariages à l'essai. Donc, par exemple, les couples, ils avaient le droit de se mettre 1 an ensemble et puis soit ça marchait, soit ça marchait pas. Il y avait ces fêtes. Alors, on connaît Carnaval, mais il y avait beaucoup de fêtes et beaucoup de fêtes de saison où tout le monde couchait avec tout le monde, pareil, dans une immense joie de vivre. Et je pense qu'ils étaient aussi complètement beurrés. Mais voilà, donc il n'y avait pas cette... Et c'est l'Église, petit à petit... parce que ça arrangeait ses affaires, puis bon, parce que les gens, ils y croyaient. Il y avait une peur du diable aussi qui était énorme, voilà, et qui nous... Parler du diable. Oui, mais voilà, c'est ça. Oui, mais on a associé les sorcières au diable à cause de cette peur-là. Les gens, ils étaient tétanisés, quoi. Et donc, voilà. Donc, on a cherché à mettre tout le monde dans le moule. Les hommes en ont nettement plus bénéficié que les femmes. Là-dessus, on n'a aucun doute. Mais... voilà, le rapport avec la mort, le rapport avec la sexualité, le rapport avec le pouvoir du féminin, pour moi, le rapport avec la propriété. Moi, je dis, il y a peu de choses qui me mettent en colère. On parlait de les femmes contre les hommes. Bon, pour moi, c'est pas du tout d'actualité. Et je dis juste, il y a juste un chiffre qui me met en colère. Et là, je veux bien, quoi, si ça continue, je me mettrai très en colère. C'est les femmes fournissent entre 55 et 60% du travail mondial. Et les femmes possèdent 4% de la propriété mondiale. Et là, je fais « Waouh, mesdames, levez-vous, quoi, et lâchez rien parce que sans la propriété, on peut pas se déployer. La propriété, je parle pas de la propriété capitaliste, etc. Mais sans la sécurité qu'apporte un territoire, on peut pas se déployer. Donc, c'est aussi la terre dont on parlait, dans laquelle on peut s'enraciner pour se déployer.
Alors justement, en parlant de colère, ce podcast s'appelle Vlan. Donc à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte ? Oh ben, moi, c'est claquer la porte aux peurs. Je pense que mes peurs à moi, qui seront, d'oser toujours plus loin, dire les choses ou être qui je suis, etc. Mais les peurs du collectif aussi beaucoup. Je crois qu'on a vraiment... on vit dans un monde un peu sidéré par la peur. Et ouais, laisser les peurs derrière nous, oser aller plus loin, oser se parler, oser échanger, oser faire confiance à nos corps, oser expérimenter, faire l'expérience, voilà. Et donner pas le pouvoir à notre mental, à notre ego, c'est la même chose, tout puissant, et de se dire et si, mais on s'en fout, en fait, on fait l'expérience, puis on voit bien ce qui se passera. Moi, j'ai la sensation que la peur, c'est surtout la peur de suivre ton instinct et de lâcher la tête. Ah mais clairement. C'est hyper difficile. Hein. Parce qu'il y a des choses, si je pouvais, je ferais ça. Mais en fait, on n'ose même pas se le dire parfois. Hein. C'est très difficile. Hein. C'est tout un processus pour que les gens déjà osent accéder à leurs désirs et après osent le réaliser. Mais j'ai envie de dire, c'est presque plus facile la deuxième phase. Une fois qu'on est lucide sur une envie, un chemin de vie, on peut y aller. D'accord. Et le chamanisme t'a aidé à aller dans ce sens-là, un peu ? Moi, j'ai fait tellement de travail sur moi que je ne sais pas ce qui m'a aidé, mais tout m'a aidé. Oui, c'est un ensemble. Non, mais c'est un ensemble, voilà, évidemment. Exact, c'est un énorme ensemble, mais tout m'a aidé, ouais. Et puis c'est un chemin de vie, hein. Exactement, et puis j'ai pas fini, ben non, et tant mieux. Non, ni ma vie, ni le travail, l'évolution. De toute façon, enfin, pour moi, après, bon, c'est à mon sens, mais pour moi, j'ai la sensation que la vie, c'est ce travail, en fait. Donc... Mais complètement. Moi, je dis toujours, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est pas d'arriver à Saint-Jacques qui est intéressant. Saint-Jacques, c'est pas une très belle ville. Il y a des travaux dans la cathédrale depuis 15 ans, sur la cathédrale, donc c'est toujours un chantier avec des échafaudages. Non, c'est le chemin qui est intéressant. Voilà, qui est joyeux, franchement joyeux. Génial. Merci beaucoup, Odile. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.